On va commencer. Bonjour à tous. Bienvenue dans notre formation Mieux comprendre l'assurance maritime transport de marchandises. Donc, petit rappel du process. Donc notre Bruno, notre formateur, va vous présenter la formation et puis nous allons pendant une vingtaine de minutes et ensuite on va répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Pour mémoire, il s'agit donc d'une présentation, d'une mise en bouche, d'un apéritif si vous préférez. Si vous voulez le plat principal ou le dessert ou le café, n'hésitez pas à nous recontacter par la suite et on sera ravis de répondre à toutes vos questions. Écoutez, Proformation est un organisme de formation qui existe depuis plus de 30 ans. On anime des formations en langue, en bureautique, mais aussi en efficacité professionnelle, et puis de plus en plus sur tout ce qui est banque et assurance, avec des spécialistes. Et là, nous avons donc Bruno qui nous accompagne pour la partie assurance maritime de transport de marchandises. Voilà, Bruno, je te laisse la parole. Et surtout, je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y répondra à la fin. Alors bonjour, je suis Bruno Naletambi. En fait, je viens de quelques milliers de kilomètres de chez vous. Je suis de l'île Maurice. Comme je dis, j'ai 40 ans d'expérience en pratique d'assurance, donc 35, plus de 35 en assurance maritime. Donc, nous allons commencer directement. Alors, l'assurance maritime, c'était très méconnu de par le monde. Mais je pense qu'avant tout, commencer, savoir quelle est la notion, quelle est l'assurance, qu'est-ce que ça veut dire l'assurance? J'ai pris une définition pour moi le plus simple possible. En fait, c'est un arrangement financier pour compenser une personne ou société en cas de perte physique. Et c'est fondé sur la notion du risque. Donc, vous avez deux éléments qui sont très importants en assurance, qui est la perte physique. La perte morale, en principe, n'est pas couverte sous l'assurance. Et la notion du risque. C'est très important en assurance maritime. Donc, on passe directement au niveau de l'assurance transport. L'assurance transport, la définition, si vous voulez, sur l'assurance transport marchandises, couvre les dommages ou pertes que des marchandises peuvent subir pendant le transport, dans la limite du voyage et sujet aux conditions de la police d'assurance. Nous allons un peu approfondir cette définition, mais nous allons commencer par expliquer un peu les origines et l'évolution de l'assurance maritime, parce qu'il est important de comprendre comment ça a commencé. Et en fait, l'assurance maritime est le premier type d'assurance qui a existé, qui existe depuis des millénaires, des siècles. Nous retraçons le premier, ce qu'on appelle le code d'Hammurabi, qui existe. Hammurabi était le roi de Babylone qui a existé en 1750 avant Jésus-Christ. Et il nous a quitté un code. Le code se trouve sous une stèle qui se trouve au Louvre. Bon, voilà, vous avez devant vous un peu l'évolution de l'assurance. Donc, le premier, on parle toujours de. C'est connu que le code Hammurabi a été le premier à présenter une forme d'assurance maritime, entre autres, qui a été fait. Hammurabi était le roi de Babylone dans les années 1750 avant Jésus-Christ, et il nous a laissé une stèle où il y a son code qui se trouve au Louvre. Et il parle dedans d'une forme d'assurance qui s'appelle le prêt à la grosse. En fait, le prêt à la grosse aventure était un prêt que les particuliers faisaient aux négociants à cette époque. Sur les bateaux pour aller faire de l'exportation ou aller acheter de la marchandise. Et s'ils ne revenaient pas, on ne payait pas le prêt. Le prêt était caduc. Sinon, les intérêts étaient quand même très forts à l'époque. On parlait de 30%, 25 à 30%. Mais la première police d'assurance maritime se retrace à Gênes, en Italie, dans les années 1343. Et en fait, pour votre gouverne, pourquoi on parle de police d'assurance, il semblerait que ça sorte de l'italien, police, qui voulait dire prêt à l'époque. Donc, à Gênes, les Italiens étaient les premiers à vraiment rentrer dans le système bancaire. Ils se situaient en Lombardie.
Et en fait, ils sont les précurseurs de la banque assurance. Hein. Ils sont connus pour les précurseurs de la banque assurance, qui est très populaire, je sais, en France. OK? Mais Gênes était aussi connu comme étant un centre du commerce mondial à l'époque. Et après, ça a bougé vers Rotterdam, port de Rotterdam et Anvers. OK? Mais en 1565, Anvers ayant été saccagé par les Espagnols, ça a encore bougé pour partir vers Londres. Et c'est là où vraiment le commerce a pris une impulsion, allons dire, mondiale, sous l'impulsion de la reine Elisabeth I. OK? Tous les gros tout le gros business se faisait à Londres, près de la Tamise. Et c'est là que vers la fin du XVIIe siècle, vous avez des cafés ou des bars, hein, on appelle ça des cafés, mais en fait c'était des bars, où les négociants, les marins, les négociants venaient prendre un pot, mais aussi faire des affaires, ok, vendre, acheter. Et vous aviez un tenancier, hein, qui s'appelait Edward Lloyd, qui a vu qui a profité pour faire ce qu'on appelle la Lloyd's aujourd'hui. Hein. Je vais aller rapidement parce que la Lloyd's c'est quand même quelque chose. Prenez du temps pour vous expliquer en grande ligne qu'est-ce que c'est. Donc, maintenant, vous avez la France. La France a commencé. On retrace les premiers balbutiements de l'assurance au niveau de la première compagnie des assurances de Bordeaux en 1665, qui était une compagnie qui s'occupait exclusivement des assurances maritimes. Mais le premier ébauche vraiment de l'assurance maritime se trouve chez l'ordonnance de Louis XIV sur la marine, qui a été édictée par Jean-Baptiste Colbert, qui était le secrétaire d'État, le ministre des Finances, si vous voulez, de Louis XIV. Et c'est lui le premier à avoir édicté une ordonnance sur l'assurance maritime, hein, sur la marine et l'assurance maritime. Je ne vais pas aller plus loin dessus parce que on pourrait parler de la Révolution française qui a arrêté l'assurance. Hein, c'était illégal durant la Révolution française. Donc, l'assurance maritime et le commerce international sont intimement liés. On ne peut pas séparer l'assurance maritime et le commerce international. Donc, le commerce international, lui, il a été dirigé, il est dirigé, si vous voulez, il y a des règles, okay, qui sont émises par les chambres de commerce et l'Organisation mondiale du commerce depuis plus de 100 ans. Et ils ont émis deux règles importantes ou incontournables aujourd'hui, ce qu'on appelle les incoterms, et les RUU en France, c'est les règles d'usance uniforme qui, elles, viennent soumettre les termes de l'aide de crédit bancaire. Donc, on ne va pas s'arrêter à ça. Nous, on est intéressé avec les incoterms, ou qui voulait dire, en fait, International Commercial Terms, anglais. Okay? C'est un élément incontournable du commerce. Et les incoterms, en fait, c'est des règles qui viennent fixer les termes de livraison. Okay? Donc, ils fixent les risques, les obligations et coûts entre les parties, c'est-à-dire l'acheteur et le vendeur, dans le cadre du contrat de vente. C'est-à-dire, par exemple, et ces termes ont été, si vous voulez, mis sous la forme de 3 lettres, ok? FOB, CAF ou CIF en anglais, DAP, sont des termes qui veulent dire justement quels sont les risques, les obligations et les coûts entre les parties acheteurs-vendeurs. Par exemple, si vous dites X works, EXW, ben c'est là où le vendeur a le moins d'obligations parce que l'acheteur vient prendre sa marchandise chez lui, dans son usine. Donc, les obligations sont moindres. Et du côté, si vous avez des DAP, c'est le contraire. Donc, voilà un peu. Donc, ces règles vont dicter directement ou indirectement qui de l'acheteur ou du vendeur devrait souscrire à l'assurance. Okay? Vous avez deux termes qui sont dictés directement sous les incoterms, qui sont sur le CIF ou CAF et le CIP. Okay? Voilà un peu l'incoterm, de quoi ça dit. Okay? Maintenant, il faut bien comprendre quel est le cadre juridique qui régit l'assurance maritime. Okay? Vous avez le Code des assurances de 1930. Est-ce le MIA 1906? Est-ce le Code des assurances 1976 ou le Code de commerce de 1807? Le Code des assurances de 1930 est le premier code en France qui régit les assurances. Mais il s'agit principalement des assurances sur les véhicules terrestres.
Donc, il ne s'occupe pas des assurances maritimes. Le MIA 1906 est la loi cadre en Angleterre sur les assurances. C'est le Marine Insurance Act. Et en fait, il est connu comme la loi cadre d'assurance mondialement. Okay? On y reviendra. Okay? C'est en fait le Code des assurances 1976 qui régit l'assurance maritime en France. Pas juste maritime, toutes les assurances, mais aussi l'assurance maritime, qui est considérée comme un risque spécial, des risques spéciaux sur le Code des assurances. Et il vient en fait reprendre le Code de commerce 1807 était celui qui régissait les assurances maritimes très mal, enfin. C'était assez ses débuts de 1807. Voilà ce que vous dit le cadre juridique. Pourquoi le cadre juridique est important? Si on peut passer à l'autre, Oui, pardon. on y reviendra. Le droit civil, hein, le droit civil, ok, et versus le droit coutumier. Alors, en France, vous êtes régi, on est régi par le droit civil, ok, le Code des assurances de 1916 et ses amendements. Donc, les juges interprètent le droit français et il est très, si vous voulez, quelque part rigide, ok? Mais bien sûr, le code permet quand même de contracter différemment, excepté certaines clauses dites d'ordre public. Donc, tout se retrouve dans le code des assurances. Si vous allez voir après, quand on va parler des polices françaises, les polices françaises se basent sur le code, ok? Par contre, en Angleterre, vous avez ce qu'on appelle le droit coutumier ou le common law, qui lui est basé sur les us et coutumes et les jugements en cours. Okay? Donc, les clauses anglaises ne sont pas forcément basées sur l'assurance. Il y a le MIA 1906, même s'il y a une base, mais ils ont le pouvoir de créer, il y a des changements qui se passent beaucoup plus facilement. Donc, voilà un petit peu les deux droits qui se, je ne dirais pas qui s'opposent, hein, parce qu'ils sont complémentaires, qu'on va retrouver en assurance maritime, parce qu'il ne faut pas oublier que l'assurance maritime est internationale. Et donc, il y a toujours le droit d'ailleurs qui va régir, soit celui de l'acheteur, soit celui du vendeur. Donc, c'est important de comprendre ces concepts. Sommairement, je dois dire. Est-ce qu'on peut passer au prochain? Alors, on retourne à l'assurance maritime transport. Hein, on appelle maritime transport l'assurance maritime, OK? Mais en fait, il faut savoir que ça s'applique à tout type de transport, hein. Navire, avion, train, camion, bicyclette, chameau ou même satellite, hein. Même les assurances de satellite, de transport de satellite seraient couvertes sous l'assurance transport, OK? Euh, on parle bien sûr du voyage. C'est quoi le voyage? La couverture d'assurance va couvrir de magasin à magasin, hein, OK? Et là, c'est mondialement, vous aurez la clause américaine, la clause nordique, la clause allemande, la clause anglaise, la clause française vont reprendre les mêmes termes, c'est-à-dire de magasin à magasin, c'est-à-dire de l'usine du vendeur à l'entrepôt de l'acheteur ou du magasin ou du domicile, hein, ou du domicile. Okay? Maintenant, la couverture d'assurance, vous avez deux couvertures d'assurance qui s'appliquent. On peut retourner juste avant, Raphaël. Vous avez ce qu'on appelle l'avarie particulière. Okay? L'avarie particulière, elle s'applique à tout ce qui est particulier à la marchandise elle-même. C'est-à-dire que le vol, dommages dus à l'eau, à la mouille, la mauvaise manutention, tout ce qui se rapporte à cette cargaison. Okay? L'avarie commune, elle s'applique seulement pour les transports par mer. Okay? L'avarie commune est un terme qui s'applique sur le droit de la mer. Okay? C'est un sacrifice, okay? C'est le résultat d'un sacrifice volontaire fait par le capitaine pour sauver le navire. Allons dire qu'il passe en mauvaise mer et que pour sauver le navire, il doit délester les conteneurs qui se trouvent sur le pont et les jeter à la mer. Mais ce que soit, c'est que tout le monde, toutes les parties concernées sur le bateau vont participer à cette perte. Okay? Que ce soit tous les propriétaires des cargaisons sur le bateau, le propriétaire du navire, tout le monde va participer parce que sinon, ben, s'il ne faisait pas cela, le bateau coulerait et tout le monde serait perdant. Donc voilà un petit peu le principe de base de l'avarie commune, qui est quand même assez complexe, mais que je vous ai résumé ça rapidement. Voilà. OK? La Fédération française des sociétés d'assurance
a mis en place deux types de police, principalement maritime, la police garantie tout risque et la police FAP-SOF, dont les plus récentes versions sont du 1er juillet 2009. La police garantie tout risque, comme ça l'indique, ça vient couvrir tous les risques. Donc, les risques ne sont pas nommés sur la police. On vient vous garantir qu'on va vous couvrir pour les dommages, excepté les exclusions qui sont nommées sur le contrat, sur la police. Par contre, la police FAP-SOF veut dire c'est une police qui vient dire qu'elle est franc d'avaries particulières, c'est-à-dire qu'elle ne couvre pas les avaries particulières que je viens de nommer, c'est-à-dire le vol, la mouille, mauvaise manutention, sauf les risques qui sont nommés sur la police. C'est-à-dire les risques en général qui sont nommés sur cette police sont le naufrage, l'incendie à bord, les risques catastrophiques. Donc voilà les deux types de polices que vous retrouvez dans les polices maritimes françaises. Par contre, les polices basées sur les clauses anglaises, elles datent d'à peu près 1800, 1900, les débuts des années 1900. Pourquoi? En fait, ce qu'on appelle les institute clauses. Institute, pourquoi? Parce qu'en Angleterre, vous avez ce qu'on appelle l'association des souscripteurs, qui s'appelle l'Institute of London Underwriters. Donc, ils ont créé ce qu'on appelle ces clauses, ces institute clauses. Et en fait, elles sont apparues après une catastrophe très connue, qui est le naufrage du Titanic. C'est là qu'ils ont revu toutes les conditions et clauses d'assurance. Et les plus connus sont ce qu'on appelle les clauses A, cargo clause A, B et C. Le A s'apparente au tout risque français, le B s'apparente au FAP-SOF, et le C est un peu plus restrictif que le FAP-SOF, il est un peu plus restrictif. Mais la grosse différence, c'est que vous avez aussi des clauses sur mesure pour différents types de produits ou d'emballage ou conditionnement. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle les clauses pour les produits frigorifiés, le frozen food, ou pour la viande frigorifiée, le frozen meat, c'est des clauses. Institute Frozen Food, c'est des clauses. Vous avez des clauses pour, par exemple, les produits pétroliers en vrac, le bulk oil clause. Vous avez aussi d'autres produits par rapport à certains types de produits qui ont donc certains types de risques. Donc, les clauses, elles, sont basées sur le MIA 1906, qui est moins contraignant que le code, et c'est évolutif. Alors, je vais passer quelques minutes sur le MIA. Pourquoi? Parce que le MIA, si vous voulez, un instant, le MIA, le Marine Insurance Act de 1906, est la loi cadre d'assurance. Pas juste maritime, c'est la loi qui est venue apporter tous les grands principes et les grands concepts essentiels d'assurance, c'est-à-dire la cause immédiate, l'intérêt assurable, la toute bonne foi, la subrogation, tous ces concepts sont sortis du MIA 1906. Et donc, on aurait tendance à croire que le MIA, donc, c'est une clause anglaise. Mais il faut savoir que le MIA, parce que c'était le common law, a repris tous les coutumes, pas seulement en Angleterre, tous les écrits, pas seulement en Angleterre, mais qui se passaient un peu dans le monde. Donc, par exemple, un des fondements du MIA est un petit livre qui a été fait au XVIe siècle, d'un auteur inconnu, qui est le Guidon de la mer, qui est un écrit français. Donc, venir dire que le MIA est anglais est faux. En fait, il est international. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle il a autant d'importance sur le marché mondial. Et en fait, aujourd'hui, le Code des assurances français a repris les termes, les concepts du MIA. En Amérique, c'est la même chose. En Australie, c'est des copier-coller en 1909, le MIA 1909. Donc, tout le monde s'accorde à dire que c'est la loi de base. La loi de base. Et c'est pourquoi aussi, en assurance maritime, les clauses d'assurance sont similaires. Sont bien souvent similaires. Pourquoi les clauses anglaises? Pourquoi je vous parle des clauses anglaises spécifiquement? Parce que probablement elles sont plus connues à l'international. Il ne faut pas oublier que dans le commerce international et l'assurance maritime, vous avez deux parties, et le vendeur et l'acheteur, qui ne viennent pas du même pays. Et donc, bien souvent, c'est beaucoup plus facile d'aller vers les clauses qui sont plus connues internationalement, qui sont les clauses anglaises. L'incoterm se sert des clauses anglaises. Sur le CIF, par exemple, CAF, il va vous parler de la clause C.
Sur le CIP, il va vous parler de la clause A. Okay? Comme je viens de dire un peu avant, elles sont beaucoup plus variées. Vous avez des clauses spécifiques pour les produits purifiés, par exemple, ou pour le pétrole, les produits pétroliers en vrac. Okay? Donc, elles sont plus utilisées. Et en fait, bon, ça, c'est par expérience que je vous ai mis ça, c'est personnel. Hein, j'ai eu l'occasion de traiter avec des courtiers français qui sont probablement un des courtiers les plus professionnels dans le monde de l'assurance. Hein, c'est pas un compliment, mais c'est vrai. Et ils ont eu l'habitude de mutiler les clauses françaises pour ajouter, pour ajouter des risques pour leurs clients. OK? Et donc, c'était beaucoup plus facile pour eux de se servir des clauses anglaises qui étaient beaucoup plus adaptées à certains types de produits, à certains types de marchandises. Voyez? Donc, les clauses anglaises, aujourd'hui, sur le marché français, doivent représenter probablement plus de 50% hein, des risques. Hein, les assureurs français comme assureur de par le monde, se servent beaucoup des clauses anglaises. Hein. En Chine, on se sert des clauses anglaises, au Japon, on se sert des clauses anglaises, en Amérique, on se sert des clauses anglaises. C'est vraiment le dénominateur commun. Donc, on ne peut pas faire l'assurance maritime sans connaître les clauses anglaises. Alors, je voulais finir par vous parler de quelques sinistres, okay? Quelques cas de sinistres. Okay? Par exemple, le MOL Comfort. Le MOL Comfort est un bateau japonais okay? qui s'est cassé en deux en 2013, cassé carrément en deux, okay? En deux parties. Il avait à peine 8 ans, donc il était pratiquement neuf. Il avait à son bord 4282 conteneurs et tous les conteneurs ont été perdus. Okay? C'est le plus grand dommage à ce jour par rapport au nombre de conteneurs, 300, 400 millions de pertes. Okay? Ça, c'est un cas qui se recouvrait même sous le FAP, sauf le navire a coulé. Okay? Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le deuxième cas qui est plus récent, c'est le Fremantle Highway. C'est un bateau qui transportait des véhicules qui partait pour Singapour en juillet 2023. Vous avez à peu près presque 4000 véhicules. Un incendie s'est déclaré et le navire a été éventuellement sauvé et secouru, mais 50% des véhicules ont été totalement endommagés. Okay? Et qui a un peu lancé le débat sur les voitures électriques et le risque des batteries électriques par rapport aux assurances. Okay? Le troisième cas, je pense que pas mal de gens doivent connaître ce cas, c'est le Ever Given. Le Ever Given qui s'est échoué à travers du canal de Suez. Okay? Donc, lui, c'est un cas de ce qu'on appelle, il n'y a pas eu de dommage au bateau, pratiquement pas de dommage au bateau, mais le sauvetage a coûté énormément. Hein. Il a fallu tirer du sable, des tonnes de sable, des milliers de tonnes de sable pour pouvoir désengager le bateau. Donc, c'est un cas d'avarie commune. Hein. Le capitaine a déclaré avarie commune, qui a été résisté, mais vous savez, l'avarie commune prend au moins entre 5 et 10 ans à se régler. Hein. Donc, c'est pour vous dire la complexité de ça. Le navire a bloqué le canal pendant 6 jours et après a été détenu pendant plus de 106 jours par les autorités du canal parce qu'ils voulaient être compensés. Okay? Donc, ils ont mis la barre bien haut. Ce qui est important de savoir, c'est que ce bateau-conteneur avait à son bord à peu près 18 000 conteneurs. C'est un bateau qui pouvait transporter jusqu'à 20 000. Et on estime que la valeur de ces conteneurs à bord dépassait le milliard de dollars. C'est pour vous dire que ça aurait été un cas. Donc voilà un petit peu formation express. C'est très compliqué de parler en 30 minutes, même pas en 25 minutes, vingtaine de minutes d'assurance maritime parce que c'est très vaste. J'ai mis, il y a des formations que nous pouvons faire de 3 heures, 6 heures, 9 heures, etc. Ce serait intéressant. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter, n'est-ce pas? Raphaël vous donnera toutes les Oui, précisions par n'hésitez pas. rapport à ça. Si vous avez effectivement besoin d'aller un peu plus loin sur ces sujets, alors pas forcément que sur ce qui est présenté ici, hein, mais on peut également vous accompagner sur d'autres thématiques autour de l'assurance maritime. Et donc, ça peut être plutôt privilégier la classe virtuelle, hein, à distance. Mais on peut vous... Et je signale, oui, je précise qu'on peut animer, enfin Bruno peut animer en anglais.
Donc, ça peut être très intéressant pour vous aussi si vous souhaitez en profiter pour faire d'une pierre deux coups, hein, je dirais, améliorer vos connaissances sur les assurances, mais aussi sur l'anglais. Très bien, bah, écoutez, il est 11h01. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci. Donc, Merci à vous on a tous. d'autres formations express à venir, hein, sur janvier 2024, j'allais dire 2025, donc qui sont sur d'autres thématiques, hein, notamment l'art de négocier, qui est une nouveauté, PowerPoint efficace le 4 janvier, qui est un best-seller, Excel pour les RH aussi, qui fonctionne très bien, et Google Workspace. Voilà, bah écoutez, merci encore à tous. Merci Bruno pour cette présentation très intéressante. Et bah écoutez, je vous dis à très bientôt et bonne journée et bonne fête de fin Bonne d'année. journée. Au Bonne fin revoir. d'année. Au revoir.